Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'équation de Schrödinger. Notre objectif sera d'en comprendre la signification profonde et d'en proposer une démonstration simplifiée. L'équation de Schrödinger se présente sous la forme suivante. Le membre de gauche représente l'énergie totale de la particule. Il comprend l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Le membre de droite, IH bar d2 ψ sur dt, traduit l'évolution de l'état quantique de la particule dans le temps. On va essayer de comprendre sa signification. L'équation de Schrödinger, fondamentale en mécanique quantique, décrit l'évolution des ondes complexes, donc les fonctions d'ondes complexes associées aux particules. Formulée en 1926 par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, il constitue une pierre angulaire de la physique moderne. Cette équation est dite non relativiste car il ne prend pas en compte les effets de la relativité restreinte d'Einstein. Il s'applique donc principalement aux particules se déplaçant à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière. Par ailleurs, l'équation de Schrödinger classique ne prend pas en compte le spin, une propriété intrinsèque des particules microscopiques. Ce spin est un moment angulaire quantique propre, intrinsèque aux particules. Donc ce spin reflète la nature d'ondes particules et leur interaction avec les champs magnétiques. Les effets relativistes et le spin sont décrits par une équation fondamentale, donc une autre équation plus générale et plus compliquée que celle de l'équation de Schrödinger, c'est l'équation de Dirac, formulée par le physicien anglais Paul Dirac en 1928. Cependant, ce n'est pas notre sujet ici, nous allons nous concentrer uniquement sur l'équation de Schrödinger dans ce cadre non relativiste. Dans de nombreux manuels de mécanique quantique ou des cours sur Internet, l'équation de Schrödinger est souvent présentée sans démonstration, comme une hypothèse fondamentale. Certains enseignants affirment qu'il ne peut pas être rigoureusement démontré, mais cela ne signifie pas qu'il surgit de nulle part. Schrödinger a suivi un raisonnement historique et physique précis pour établir cette équation. En s'appuyant sur des concepts développés précédemment, comme les travaux de Planck, Einstein, de Broglie, on va essayer de restituer l'histoire de cette équation et de comprendre la démarche de Schrödinger. L'histoire de la mécanique quantique débute en 1900 avec Max Planck, qui a introduit une hypothèse révolutionnaire pour résoudre le problème de la catastrophe ultraviolette. Ce problème concernait l'incapacité des théories classiques à expliquer le spectre du rayonnement du corps noir. En prévoyant une intensité infinie pour les hautes fréquences, Planck propose que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement électromagnétique ne se font pas de manière continue, mais par paquets discrets appelés quanta. L'énergie de ces quanta est donnée par la relation E est égale à h mu, où h est une constante fondamentale appelée constante de Planck, et mu c'est la fréquence de l'onde électromagnétique. Bien que Planck ait introduit cette hypothèse à contre-cœur, principalement pour des raisons mathématiques, il a ouvert la voie à une nouvelle vision de la physique. En 1905, Albert Einstein étend cette idée en expliquant le phénomène de l'effet photoélectrique. Il postule que la lumière est composée de particules appelées photons et qu'un photon transfère son énergie à un électron lorsqu'il frappe une surface métallique. Cet échange libère l'électron et peut générer un courant électrique. Ce principe est à la base des technologies modernes comme les cellules photovoltaïques. Vers 1913, Niels Bohr propose un modèle quantique de l'atome pour résoudre un autre problème majeur selon la physique classique. Un électron en orbite autour d'un noyau devrait perdre de l'énergie par rayonnement et finit par s'écraser sur le noyau, rendant la matière instable.
Bohr postule que les électrons ne peuvent occuper que des orbites quantifiées correspondant à des niveaux d'énergie discrets. Ils peuvent passer d'un niveau à un autre en absorbant ou en émettant un quantum d'énergie, ce qui explique les spectres d'émission et d'absorption des atomes. Bien que ce modèle ait été un grand pas en avant, il restait limité, notamment car il ne prenait pas en compte les propriétés ondulatoires des particules. En 1924, Louis de Broglie apporte une idée révolutionnaire. Les électrons et toutes les particules possèdent une dualité onde-particule. Ils peuvent être décrits à la fois comme des particules et comme des ondes, avec une longueur d'onde donnée par lambda est égal à P sur H, où P est la quantité de la particule. En 1926, Erwin Schrödinger reprend cette idée pour reformuler une description mathématique de la mécanique quantique. Il propose que l'électron soit représenté non pas comme une onde ponctuelle, mais comme une onde stationnaire autour du noyau. Cette onde est décrite par une fonction mathématique complexe appelée fonction d'onde, qui contient toute l'information sur la particule. En utilisant les principes de la mécanique ondulatoire et des travaux antérieurs de Fresnel, Jacobi et Laplace, Schrödinger établit l'équation de Schrödinger, une équation différentielle fondamentale qui régit l'évolution de cette fonction d'onde. Il est important de noter que Schrödinger, à l'époque, ne comprenait pas encore la nature probabiliste de la fonction d'onde. Ce point fut clarifié plus tard par Max Born, qui interpréta comme une densité de probabilité indiquant où une particule a de la chance ou a plus de chances de se trouver. Ainsi, la mécanique quantique a émergé grâce à une série de contributions révolutionnaires, chacune résolvant un problème spécifique en physique classique. Pour la démonstration de l'équation de Schrödinger, nous allons adopter une approche similaire à celle de Schrödinger lui-même. Cette démarche repose sur une combinaison d'idées classiques et de concepts issus de la mécanique quantique naissante. Nous commençons avec les équations de Maxwell. Donc les équations de l'électromagnétisme formulées par Maxwell gouvernent le champ électrique E et le champ magnétique B. Ces équations s'expriment à travers donc le rotationnel des champs et la divergence des champs, et leur relation avec les densités de charge et de courant. Pour simplifier, nous considérons une propagation dans une seule dimension en résolvant les équations de Maxwell. Donc après cette résolution, nous obtenons une équation d'onde pour le champ électrique E dont la solution générale est E est égal à E0 exponentielle I kx moins oméga t. Ensuite, nous trouvons les relations de dispersion dans le vide où les densités de charge et de courant sont nulles. Ici, K est égal à oméga sur C. Pour passer à une description quantique, nous utilisons les résultats suivants. La relation de Planck E est égale à H mu, donc H bar oméga, avec H bar c'est la constante réduite de Planck, et la relation de Broglie. On l'appelle aussi la relation d'Einstein-Compton. Donc P est égal à H sur lambda, avec lambda la longueur d'onde, ou H bar K, avec K c'est le vecteur d'onde, donc K c'est 2pi sur lambda. En combinant ces relations avec l'équation d'onde, nous pouvons substituer oméga et K en termes d'énergie et d'impulsion, introduisant aussi des concepts quantiques dans le formalisme. En relativité restreinte, l'énergie totale d'une particule est donnée par E au carré est égal à P au carré C au carré plus M au carré C à la puissance 4. Et ici, donc, puisque le champ électromagnétique est donc c'est propagation de photons, donc le photon est une particule qui n'a pas de masse, donc M est égal à 0. Donc on va remplacer le E qui est égal à P fois C par donc P au carré C au carré plus M au carré C à la puissance 4, avec P au carré C c'est la quantité de mouvement, et M au carré C à la puissance 4, c'est l'énergie de repos d'une particule de masse M. Maintenant, nous allons essayer de faire une analogie entre le champ électrique et la fonction d'onde complexe en mécanique quantique. Nous allons nous intéresser uniquement à la fonction d'onde utilisée par Schrödinger dans son équation.
Nous allons remplacer cette équation par psi, donc la fonction d'onde. Attention, ici le E, c'est pas les champs électriques, mais c'est l'énergie de la particule. Maintenant, nous allons remplacer l'équation que nous avons utilisée, ce qui nous donne delta au carré, delta x au carré, moins 1 sur c au carré, delta au carré sur delta t au carré, moins m au carré, c au carré, h au carré, h bar au carré, psi, fois donc les termes de l'exponentielle est égal à 0. Donc ici, l'analogie qu'on va essayer de faire, donc comme j'ai dit, le champ électrique E, donc le E au carré est proportionnel au nombre de photons transportés par le champ électromagnétique, et donc le psi au carré, il doit être proportionnel à la densité de probabilité de présence d'une particule dans l'espace. Donc ça veut dire qu'on doit avoir, donc la probabilité d'avoir la particule dans tout l'espace est égale à 1, donc on a la condition de normalisation. Donc ça veut dire que psi est une onde qui se propage selon les x positives. Donc psi est égal à psi 0 exponentielle IH bar px moins E de t, avec E c'est son énergie. Et on peut généraliser cette équation en 3 dimensions. Donc en remplaçant d au carré sur dx au carré par le Laplacien, et on trouve l'équation suivante. Alors comment on sait, comme on le sait déjà, la fonction, donc l'équation de Schrödinger est une équation qui est non relativiste. C'est-à-dire que cette particule se déplace à une vitesse qui est très inférieure devant la vitesse de la lumière, et donc il faut faire une approximation. Donc l'approximation qu'on va essayer de faire ici, c'est de développer les termes en énergie. Donc on va remplacer la racine par un développement limité en premier ordre, voilà, et on trouve donc ce terme, puisque p au carré est inférieur à c au carré. Attention, ici c'est pas m au carré, c'est m, mais je l'ai pris après en m, donc je l'ai corrigé. Donc est égal à mc au carré plus donc tau, et tau on va l'appeler l'énergie cinétique de la particule. Donc l'énergie est composée en deux termes, donc un terme relativiste et un terme classique, c'est le tau en énergie cinétique. Donc on va reporter ces termes dans l'argument de l'exponentielle de la fonction d'onde, et on va diviser cette fonction en deux parties, donc un terme relativiste et un terme classique. Donc l'onde ici est composée de deux termes. Donc il y a un terme qui oscille plus rapidement que l'autre, puisque exponentielle imc au carré t sur h bar est une onde. Et sa fréquence, elle est donc relativiste, il est en c au carré, donc il oscille plus rapidement que le terme classique en exponentielle i sur h bar tau, fois t. Donc tau c'est l'énergie cinétique. Alors maintenant on va poser psi est égal à donc l'exponentielle du terme relativiste fois psi, avec psi c'est le terme classique. Donc le terme non relativiste. Donc quand je dis classique ici, c'est le terme non relativiste. Et on va dériver, donc on va dériver une première fois, on trouve donc le terme suivant. Donc on a une dérivée composée. Et on dérive une seconde fois, et donc la dérivée seconde nous donne l'expression suivante. Donc maintenant, on a la dérivée première de psi et la dérivée seconde de psi. Donc on va essayer d'utiliser donc ces deux dérivées pour les remplacer dans l'équation de Klein-Gordon. Donc dans la dérivée seconde, on a deux termes. Il y a un terme qui est plus supérieur que l'autre. Donc le terme entre parenthèses est plus supérieur que le terme à droite. Donc on va utiliser cette approximation dans l'équation de Klein-Gordon. L'équation de Klein-Gordon est la suivante. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une équation qu'on appelle une équation de Klein-Gordon parce qu'il a en fait trois termes. Donc un terme en dérivée seconde spatiale et un terme en dérivée seconde temporelle et plus un terme avec la fonction. Donc Klein-Gordon c'est une fonction relativiste. Donc Schrödinger il a trouvé cette équation. Mais donc il était obligé de faire des approximations pour ne pas prendre en compte les effets relativistes, donc puisqu'il a considéré une particule qui se propage à une vitesse inférieure à 0. Donc lorsqu'on reporte ça dans l'équation de Klein-Gordon, ensuite on va généraliser à 3 dimensions et on trouve
donc l'équation suivante, moins h bar au carré sur 2m Laplacien de phi est égal à IH bar d de phi sur dt. Donc c'est l'équation de Schrödinger, on vient de démontrer l'équation de Schrödinger, mais sans potentiel. Donc ici on n'a pas pris le V, donc V est égal à 0, mais on peut rajouter à la main. Donc si la fonction est soumise à un potentiel, on peut rajouter à la main. Donc voilà pour cette vidéo dédiée à la démonstration et à l'explication approfondie de l'équation de Schrödinger. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il a éclairé certains concepts fondamentaux. Merci pour votre attention et à votre soutien. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.